Voyage au centre de la Terre, chapitre 37. Il me serait impossible de peindre la succession des sentiments qui agitèrent le professeur Lindenbrock. La stupéfaction, la crédulité et enfin la colère. Jamais je ne vis un homme si décontenancé d'abord, si irrité ensuite. Les fatigues de la traversée, les dangers courus, tout était à recommencer. Nous avions reculé au lieu de marcher en avant. Mais mon oncle reprit rapidement le dessus. « Ah, la fatalité me joue des pareils tours, s'écria-t-il. Les éléments conspirent contre moi, l'air, le feu et l'eau combinent leurs efforts pour s'opposer à mon passage. Eh bien, l'on saura ce qu'on peut ma volonté. Je ne céderai pas, je ne reculerai pas d'une ligne. Et nous verrons qui l'emportera, de l'homme ou de la nature. » Debout sur le rocher, irrité, menaçant, Otto Lindenbrock, pareil au farouche Ajax, semblait défier les dieux. Mais je jugeais à propos d'intervenir et de mettre un frein à cette fougue insensée. « Écoutez-moi, lui dis-je, d'un ton ferme. Il y a une limite à toute ambition ici-bas. Il ne faut pas lutter contre l'impossible. Nous sommes mal équipés pour un voyage sur mer. 500 lieues ne se font pas sur un mauvais assemblage de poutres avec une couverture pour voile, un bâton en guise de mât, et contre les vents déchaînés, nous ne pouvons gouverner. Nous sommes le jouet des tempêtes, et c'est agir en fou que de tenter une seconde fois cette impossible traversée. De ces raisons toutes irréfutables, je pus dérouler la série pendant 10 minutes sans être interrompu, mais cela vint uniquement de l'inattention du professeur, qui n'entendit pas un mot de mon argumentation. « Au radeau !» s'écria-t-il. Telle fut sa réponse. J'eus beau faire supplier, m'emporter, je me heurtai à une volonté plus dure que le granit. Hans achevait en ce moment de réparer le radeau. On eût dit que cet être bizarre devinait les projets de mon oncle. Avec quelques morceaux de surtabrandure, il avait consolidé l'embarcation. Une voile s'y élevait déjà et le vent jouait dans des plis flottants. Le professeur dit quelques mots au guide et aussitôt celui-ci d'embarquer les bagages et de tout disposer pour le départ. L'atmosphère était assez pure et le vent du nord-ouest tenait bon. Que pouvais-je faire? Résister seul contre deux? Impossible. Si encore Hans se fût joint à moi, mais non. Il semblait que l'Islandais eût mis de côté toute volonté personnelle et fait vœu d'abnégation. Je ne pouvais rien obtenir d'un serviteur aussi inféodé à son maître. Il fallait marcher en avant. J'allais donc prendre sur le radeau ma place accoutumée, quand mon oncle m'arrêta de la main. « Nous ne partirons que demain, dit-il. » Je vis le geste d'un homme résigné à tout. « Je ne dois rien négliger, reprit-il, et puisque la fatalité m'a poussé sur cette partie de la côte, je ne la quitterai pas sans l'avoir reconnue. Cette remarque sera comprise quand on saura que nous étions revenus au rivage du nord, mais non pas à l'endroit même de notre premier départ. Port Groben devait être situé plus à l'ouest, rien de plus reconnaissable dès lors que d'examiner avec soin les environs de ce nouvel atterrissage. Allons à la découverte, dis-je. Et, laissant Hans à ses occupations, nous voilà partis. L'espace compris entre les relais de la mer et le pied des contreforts était fort large. On pouvait marcher une demi-heure avant d'arriver à la paroi de rocher, nos pieds écrasés d'innombrables coquillages, de toutes formes et de toutes grandeurs, où vécurent les animaux des premières époques. J'apercevais aussi d'énormes carapaces dont le diamètre dépassait souvent 15 pieds. Elle avait appartenu à ces gigantesques glyptodons de la période Pliocène, dont la tortue moderne, non plus qu'une petite réduction. En outre, le sol était semé d'une grande quantité de débris pierreux, sorte de galets arrondis par la lame de rangées en lignes successives. Je fus donc conduit à faire cette remarque, que la mer devait autrefois occuper cet espace. Sur les rocs éparses, et maintenant hors de ses atteintes, les flots avaient laissé des traces évidentes de leur passage. Ceci pouvait expliquer jusqu'à un certain point l'existence de cet océan, à 40 lieues au-dessous de la surface du globe. Mais, suivant moi, cette masse d'eau devait se perdre peu à peu dans les entrailles de la terre, et elle provenait évidemment des eaux de l'océan qui se firent jour à travers quelques fissures. Cependant, fallait admettre que cette fissure était actuellement bouchée, car toute cette caverne, ou mieux, cet immense réservoir, se fut remplie dans un temps assez court. Peut-être même cette eau ayant eu à lutter contre les feux souterrains, s'était vaporisée en partie. De là l'explication des nuages suspendus sur notre tête et le dégagement de cette électricité qui créait des tempêtes à l'intérieur du massif terrestre. Cette théorie des phénomènes dont nous avions été témoins me paraissait satisfaisante, car, pour grandes que soient les merveilles de la nature, elles sont toujours explicables par des raisons physiques.
Nous marchions donc sur une sorte de terrain sédimentaire formé par les eaux, comme tous les terrains de cette période, si largement distribués à la surface du globe. Le professeur examina attentivement chaque interstice de roche, qu'une ouverture quelconque existât, et il devenait important pour lui d'en faire sonder la profondeur. Pendant 1 mille, nous avions côtoyé les rivages de la mer Lindenbrock. Quand le sol changea subitement d'aspect, il paraissait bouleversé, convulsionné par un exhaussement violent des couches inférieures. En maints endroits, des enfoncements ou des soulèvements attestaient une dislocation puissante du massif terrestre. Nous avancions difficilement sur ces cassures de granit, mélangées de silex, de quartz et de dépôts alluvionnaires, lorsqu'un champ, plus qu'un champ, une plaine d'ossements apparut à nos regards. On eût dit un cimetière immense, où les générations de 20 siècles confondaient leur éternelle poussière. De hautes extumescences de débris s'étageaient au loin. Elle ondulait jusqu'aux limites de l'horizon et s'y perdait dans une brume fondante. Là, sur 3 miles carrés, peut-être, s'accumulait toute la vie de l'histoire animale, à peine écrite dans les terrains trop récents du monde habité. Cependant, une impatiente curiosité nous entraîna. Nos pieds écrasaient avec un bruit sec les restes de ces animaux antéhistoriques et ces fossiles dont les muséums des grandes cités se disputent les rares et intéressants débris. L'existence de 1000 cuviers n'aurait pas suffi à recomposer les squelettes des êtres organiques couchés dans ce magnifique ossuaire. J'étais stupéfait. Mon oncle avait levé ses grands bras vers l'épaisse voûte qui nous servait de ciel, sa bouche ouverte démesurément, ses yeux fulgurants sous la lentille de ses lunettes, sa tête remuant de haut en bas, de gauche à droite. Toute sa posture, enfin, dénotait un étonnement sans borgne. Il se trouvait devant une inappréciable collection de Leptodérium, de Mericotherium, de Lophodion, d'Anoplotherium, de Mégatherium, de mastodontes, de protopithèques, de ptérodactyles, de tous les monstres antédiluviennes entassés là pour sa satisfaction personnelle. Qu'on se figure un bibliomane passionné transporté tout à coup dans cette fameuse bibliothèque d'Alexandrie brûlée par Omar et qu'un miracle aurait fait renaître de ses cendres. Tel était mon oncle, le professeur Lindenbrock. Mais ce fut un bien autre émerveillement quand, courant à travers cette poussière volcanique, il saisit un crâne dénudé et s'écria d'une voix frémissante. « Axel, Axel, une tête humaine !» « Une tête humaine, mon oncle, répondis-je, non moins stupéfait. « Oui, neveu. »« Ah, monsieur, que n'êtes-vous là où je suis moi, Otto Lidenbrock ?» Fin du chapitre